Bientôt la dernière partie donc de Good Morning Sénégal. Nous sommes actuellement avec notre invité, Dr Isma Ndiaye. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, Dr Isma, vous êtes vétérinaire. Tout à fait. Là, franchement, ça m'a étonné. Vétérinaire au Sénégal, je ne savais même pas que ça existait. On nous classe comme des gens qui s'occupent uniquement de santé animale. Raison pour laquelle, quand vous allez à certains endroits et que vous demandez, vous posez la question, qu'est-ce que c'est qu'un vétérinaire aux enfants, par exemple, bon, les premiers à répondre, ils disent que oui, c'est celui qui pique les moutons, c'est celui qui pique les poules. Bon, ça, c'est la perception donc, du commun des mortels, et particulièrement en Afrique. Hein? Mais on fait beaucoup plus que cela, on va au-delà de cette santé animale. Donc, vous faites beaucoup plus que cela, c'est quoi? Oui, bon, en fait, comme je disais tout à l'heure, la partie santé animale n'est que celle visible de l'iceberg. Nous nous occupons beaucoup de santé publique. Certains ne le savent pas ou bien ne prêtent pas attention. On dit souvent que le vétérinaire, il soigne, le médecin, il soigne l'homme, mais le vétérinaire soigne l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà des animaux, il y a cet aspect donc, de santé publique, comme je le disais tout à l'heure. L'exemple le plus terre-à-terre, c'est actuellement ce qui se passe. On parle beaucoup de Covid-19 et on dit que c'est une zoonose, c'est une maladie qui est partie des animaux. Et il y a pas mal d'autres maladies qui sont classées donc, dans ce groupe de zoonoses. Je peux donner l'exemple de la tuberculose. Il y a une forme de tuberculose donc, qui vient donc des bovins et qui se transmet à l'homme au-delà de la tuberculose qu'on connaît habituellement. Hormis cela, l'autre exemple terre-à-terre, c'est quand vous allez au marché et que vous voulez acheter de la viande, par exemple. Vous trouvez qu'il y a des carcasses, bon, comprenez par carcasse, donc le mouton qui est accroché, c'est de la viande, et que vous voyez un cachet bleu verdâtre dessus. Ça veut dire quoi? C'est une viande avariée? Non, malheureusement, quand vous voyez chez le boucher une viande qui est accrochée et qu'il y a un cachet bleu verdâtre, ça veut dire au contraire qu'il a été estampillé apte à la consommation. Et ça pourquoi? Parce qu'il y a eu avant le sacrifice, ce qu'on appelle le contrôle ante-mortem. Et avant la mort, pour voir est-ce qu'il n'y a pas sur l'animal des signes de maladie quelconque. Et après ce contrôle ante-mortem, après l'abattage, il y a un contrôle post-mortem. Et là, c'est pour voir ce qui aurait pu échapper sur le plan extérieur. On peut le voir à l'intérieur, sur les organes, le foie, le poumon, les cuisses, etc. On peut voir des choses qui peuvent nous alerter et dire que, bon, attention, cette viande, elle peut être contaminée, elle peut être dangereuse pour l'être humain. En ce moment, on saisit ces viandes-là. Mais quand on voit qu'il n'y a rien qui puisse alerter, on met un cachet et puis on laisse passer. Donc, quelque part, ça veut dire qu'en amont, il y a un vétérinaire qui est en train de s'occuper de la santé des humains, sans pour autant les toucher. C'est pourquoi on dit que nous soignons l'humanité. Mais l'autre jargon aussi, c'est quand on dit le vétérinaire, il est de la fourche à la fourchette. Ça veut dire qu'au champ, le bétail, les moutons, les bœufs, le lait, donc tout ça, il y a une responsabilité du vétérinaire derrière, jusqu'à ce que ça arrive donc sur la table du consommateur. Mais malheureusement, une fois que ça arrive sur la table, ce qu'on voit, c'est seulement ce qui est devant nous et qu'on est prêt à consommer. Mais il y a pas mal de choses qui sont effectuées, bien qu'on arrive à ce stade. Et dépassant même l'aspect maladie, il y a cet aspect qui concerne donc les résidus de médicaments. Parce qu'on soigne les animaux, quand on les soigne, on utilise des médicaments. Oui, tout à fait. Et les antibiotiques. Exactement, exactement. Et à cette période, on parle beaucoup de résistance aux antimicrobiens. Cette résistance, ça veut dire que quand les microbes qui étaient naturellement sensibles à des antibiotiques deviennent résistants à ces antibiotiques-là. Ça veut dire que quand on les utilise, même chez l'être humain, ça ne fait plus de résultats. Oui, il n'y a plus d'effet si on abuse sur ce médicament. Exactement, parce qu'on en a abusé chez les animaux. Bon, c'est un aspect. Je ne dis pas que c'est toujours l'utilisation chez l'animal qu'il faut incriminer. Mais même d'autres façons de faire, celui qui va acheter à la pharmacie sans ordonnance, ou bien celui voilà, qui a utilisé un médicament après qui donne à un membre de la famille, parce que tout simplement il a présenté des symptômes qui ressemblent aux symptômes qu'il avait, etc. Donc toutes ces choses contribuent à développer ce qu'on appelle la résistance aux antimicrobiens. Mais puisqu'on est dans le domaine vétérinaire, je parle particulièrement de cet aspect, de l'utilisation du médicament chez l'animal, et qu'après on ne respecte pas ce qu'on appelle les délais d'attente. Le délai d'attente, c'est la période qui sépare la dernière utilisation du médicament sur l'animal et le moment où on peut consommer les denrées issues de cet animal-là, que ce soit le lait, et même les œufs, c'est possible, ou bien que ce soit la viande, sans risque donc d'intoxiquer ou bien de contaminer l'être humain. Et tout ça, c'est des aspects qui vous montrent que, au-delà de la santé animale, il y a beaucoup d'autres choses que le vétérinaire fait et que les gens ignorent. Et par ricochet,
dans le domaine de la restauration collective. Oui. Nous avons des vétérinaires. Et c'est ce qui prennent les avions. Les repas concert dans les avions. Oui. Ah oui. Les structures qui fournissent, donc les restaurateurs collectifs, qui fournissent les repas dans les avions, il y en a certains donc, qui sont contrôlés par des vétérinaires avant qu'on puisse dire que c'est apte à la consommation, etc. Contrôle organoleptique, contrôle de qualité, que ce soit qualité physique, que ce soit qualité microbiologique, etc. Tous ces aspects sont du ressort du vétérinaire. Non, on ne le savait pas. Monsieur Ndiaye, pourquoi tout ça n'est pas connu de la population? Oui, bon, C'est pas tout le monde qui consulte un vétérinaire déjà. C'est pas tout le monde qui a un animal chez soi. Bon, oui, bon, c'est une chose, c'est vrai. C'est une chose, c'est vrai. Bon, mais je crois que derrière, il y a quand même une communication qu'il faut faire. Moi-même qui vous parle, quand je commençais à embrasser cette profession, je vous dis qu'il y a beaucoup d'informations que je n'avais pas. Bon, c'est avec le temps qu'on a pu comprendre qu'on fait plus que ce qu'on espérait apprendre une fois à l'école vétérinaire. Hein. Donc, c'est une question de communication. Et je crois que là, on est là-dessus. On échange avec les gens. Et par rapport même à cette situation de pandémie de Covid-19, il y a beaucoup de communication que nous faisons pour permettre donc aux gens de savoir quel est le rôle du vétérinaire et ce qu'il peut apporter par rapport à la lutte contre certaines pathologies et à la protection de la santé publique. Ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de questions justement par rapport à ça, donc entre l'animal et l'être humain. Mais juste avant ça, j'ai une petite question, c'est vraiment la curieuse que je suis. Oui. Est-ce que vous avez déjà consulté donc des êtres humains? Bon, vous savez, on dit que le vétérinaire, quand on le compare au médecin, les endroits les plus reculés donc d'une contrée, quand on y va, on trouve des vétérinaires. Et il n'est pas évident parfois de trouver un médecin. Mais chacun est dans son rôle. Le vétérinaire, il s'occupe donc de ce qu'il a à faire. Le médecin aussi s'occupe de ce qu'il a à faire. Mais c'est jamais arrivé que quelqu'un, un ami ou... Non, oui, il arrive que des gens flemme peut-être d'aller voir le médecin. Il arrive que des gens demandent conseil. Donc, il peut, à ce moment-là, parce que les deux médecines sont similaires. C'est les mêmes études de médecine? Oui, c'est bac plus 6, bac plus 7. Hein. Donc, pour dire que c'est par rapport au conseil, il y a quelques conseils qu'un vétérinaire peut donner à quelqu'un qui est dans un endroit où il ne trouve pas un médecin. Donc, des trucs terre à terre qu'il peut faire le temps de trouver un médecin. Mais le vétérinaire ne peut pas se positionner comme quelqu'un qui doit recevoir donc, des patients et qui doit les consulter. Donc, vous ne pouvez pas donner une ordonnance à un être humain? Non. Chacun juste un animal. Voilà, exactement. Mais par rapport à l'être humain, c'est juste des conseils qu'on peut donner le temps qu'on trouve un médecin pour prendre en charge. Mais je vous dis que actuellement, vous mettez la puce à l'oreille, vous savez qu'il n'y a pas de limite réelle entre la santé humaine, la santé animale et la santé de ce qui nous entoure. On parle plutôt maintenant de One Health, une seule santé. Hein? Parce que si moi je suis sain et que mon animal n'est pas sain, il peut y avoir donc des interactions. Et vice-versa, l'environnement, donc... et comme vous avez parlé etc. tout à l'heure, l'animal aussi peut transmettre des maladies. Bien sûr. Aussi, bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de recherches. J'avais même écrit un article sur le Covid, tellement qu'au début, j'étais effrayée du Covid. Et donc, j'avais fait cette recherche c'était l'animal, le pangolin et la chauve-souris, d'où venait en fait la cellule qui donne le virus Covid-19. Voilà, exactement. Vous savez, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le virus, il est parti donc de la chauve-souris. Il est passé par le pangolin, donc les études continuent, etc., avant d'arriver donc chez l'être humain. Maintenant, une fois qu'il arrive chez l'être humain, bon, il s'adapte et il se transmet donc d'un être humain à l'autre. Les molécules se transforment en fait. Bon, en fait, ce ne sont pas une transformation de molécules, mais c'est-à-dire que, vous savez, le virus, il a donc ce qu'on appelle un code génétique. Le code génétique est différent du pangolin quand il se transforme à l'être humain ou bien? Non, ce n'est pas par rapport au pangolin. C'est le virus lui-même qui a un code génétique. Et ce virus, une fois qu'il passe chez le pangolin, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le virus n'est pas un organisme vivant en tant que tel. C'est une particule. Il a besoin exactement. Il a besoin d'un support, d'autres cellules, pour détourner le métabolisme de ces cellules en sa faveur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il est dans la cellule, il utilise cette cellule-là pour se multiplier. Et sur le plan génétique, donc, il utilise quelques éléments donc, du code génétique de la cellule hôte. Et c'est ça qui fait que donc, dans cette réplication, donc, dans cette multiplication, on peut avoir parfois ce qu'on appelle des mutations. C'est des mutations. Voilà, et c'est des mutations qui ne sont pas forcément volontaires. Parfois, c'est des erreurs. C'est des erreurs et que le virus ne peut pas corriger ces erreurs-là. Ce qui amène donc un nouveau type de virus, on dit qu'il a muté. Oui, il a muté. Voilà, c'est ça en fait. Et maintenant, ce virus, une fois qu'il quitte, disons, l'organisme hôte, que ce soit la chauve-souris, que ce soit le pangolin, et qu'après il se retrouve chez l'être humain,
Maintenant, la transmission, elle est interhumaine. Au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'études qui montrent qu'il y a possibilité de passage du virus qui se trouve chez l'être humain, chez l'animal, et retour vers l'être humain, ou bien transmission entre les animaux eux-mêmes, ou vice-versa. Il n'y a pas des études comme ça, sauf quelques cas où on a constaté que le virus est passé a été découvert chez des chiens, des chats, etc. Et le cas le plus récent, donc, c'est les visons. Hein? Mais dans tous ces cas-là, à l'exception du dernier cas qui est celui du vison, il n'y a pas eu donc, de recontamination de l'homme à partir donc, de ces animaux-là. Voilà, donc ce qui s'est passé, sauf pour le vison, comme je disais tout à l'heure, où le vison a eu à recontaminer des employés d'élevage. Hein? Mais il n'y a pas eu donc, de contamination, retour vers l'être humain en tant que... Nous sommes sur le plateau de Good Morning Sénégal en compagnie encore avec Moussa Mané et également le docteur Isma Ndiaye qui a accepté gentiment notre invitation. Et on a pas mal d'informations très, très intéressantes sur le Covid entre l'animal et l'être humain. Honnêtement, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, Moussa, donc on va en savoir encore un peu plus. Il a parlé de zoonose. Actuellement, la Covid-19, une zoonose, est-il possible qu'il s'attaque aux animaux domestiques dont on utilise la viande pour consommation? Voilà, donc là, vous voulez peut-être parler du fait de consommer de la viande. Est-ce que ça peut être source d'infection, voilà, de contamination pour l'être humain? Comme je disais tantôt, les études n'ont pas montré un développement ou bien une transmission entre les animaux ou bien de l'animal à l'homme, par rapport donc, au SARS-CoV-2 qui est en train de circuler, je veux bien dire, hein, pas par rapport à l'origine où c'est parti de la chauve-souris. Mais je parle du virus qui s'est adapté à l'être humain. Voilà, par rapport à celui-là, il n'y a pas encore d'études qui prouvent que c'est possible que l'être humain soit contaminé à partir des animaux, sauf pour le cas des visons, comme je disais tout à l'heure. Mais les études continuent. Et raison pour laquelle, puisque avec ce virus, on en apprend tous les jours, et il faut quand même être juste prudent. Hein. Maintenant, la contamination, je ne dirais pas donc une contagion directe à partir donc des denrées sur ces animaux, mais surtout le fait de la manipulation. Vous savez, ce qui pose problème souvent quand il y a transmission donc, de germes de l'animal à l'homme, on a tendance à juste se focaliser sur le germe qui s'est développé, le microbe qui s'est développé chez l'animal et qui après se retrouve chez l'être humain. On oublie ces microbes que nous-mêmes on apporte. Et d'où l'intérêt donc du lavage des mains, comme on parle, de mettre le masque, etc. Tout ça. Si on ne prend pas ces dispositions, ces mesures barrières ne concernent pas uniquement les êtres humains entre eux, mais par rapport aux denrées que nous sommes en train de préparer, hein, la viande, etc., comme il vient de dire. Si nos mains sont souillées, il y a possibilité par le contact de contaminer donc, les denrées qu'on va consommer. Bon, vous allez me dire que maintenant... L'animal vivant aussi? Oui, l'animal vivant peut être aussi un vecteur. Donc, transmission indirecte. Ce n'est pas la transmission directe que l'animal est malade et transmet à l'être humain. Mais c'est une transmission indirecte qui est possible parce que tout simplement, c'est un être vivant qui se déplace. Et que sur cet animal, quelqu'un qui a la maladie, ou bien si l'animal ramasse quelque chose, surtout les animaux qui errent et après retournent à la maison, ou bien moi-même j'ai mon chien que je promène dans la rue, en laisse, etc., qui touche un peu à tout, et qui revient à la maison, quand on rentre nous-mêmes, êtres humains, on prend la peine de nous laver, d'enlever certains habits, de mais les faire animaux attention. ne peuvent pas? Exactement. Donc, exactement. quelles sont les mesures de sécurité pour les animaux? C'est dur, ça. Exactement. Donc, les mesures, bon, je ne veux pas alerter. Hein, il faut que les gens continuent à s'occuper donc, de leurs animaux comme ils le faisaient. Tant qu'il n'y a pas une raison valable qui puisse dire que, écoutez, il faut prendre certaines dispositions, ne nous lançons pas dans cette aventure parce que tout simplement, les animaux peuvent en souffrir alors que réellement, ils ont besoin aussi d'être entretenus. Hein. Donc, il n'y a pas donc d'alerte par rapport à ça. Mais c'est juste être vigilant, savoir où on va avec ces animaux, ne pas laisser ces animaux errer n'importe comment, etc. Et puis bon, les animaux aussi, on les lave. Quand on sent qu'il faut les laver aussi, on les lave. Rien que le savon de Marseille, le savon avec lequel on lège, peut servir donc à les laver aussi, à leur faire prendre donc, des douches. Hein. Tout ça, c'est faisable. Mais surtout, faire très attention. Pas des produits alcoolisés comme le gel hydroalcoolique. Non, c'est pas nécessaire. Pour un animal, c'est très grave, je crois. Oui, exactement. Ça peut être irritant pour la peau. Il y a certains qui
véhiculent ce genre d'informations. Avec les réseaux sociaux, on voit du tout. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'il faut même mettre dans les naseaux, etc., donc des animaux. Tout ça là, c'est pas... Ce sont des idées fausses et reçues. Hein. Exactement, des idées fausses. Tout ce qu'il faut faire, c'est être vigilant, comme on est vigilant soi-même, soyez vigilant aussi avec nos animaux. Donc, moi, parce qu'avec tout ce que vous venez d'expliquer aussi, on peut comprendre que le rôle du vétérinaire, ce n'est pas seulement de soigner les animaux. Puisque quand vous parlez de l'alimentation, des nourritures et tout, donc ma question c'est jusqu'où peut-on trouver un vétérinaire, par exemple? Mais les vétérinaires, ils sont partout au Sénégal. C'est comme je le disais tout à l'heure, souvent il y a certains qui n'ont pas, ce qui ne vous intéresse pas souvent, vous ne cherchez pas. On ne le voit pas, exactement, c'est vrai. Exactement. Vous passez même à côté, vous ne voyez pas. Oui. Ici en ville, il y a des cabinets vétérinaires. Hein? Sachez une chose, vous êtes le premier vétérinaire que je rencontre au Sénégal. En France, il y en a à chaque coin de rue. Parce que les Français adorent les animaux domestiques. Et là, pour moi, c'est vraiment, c'est la date, c'est the date. Hein, parce que je n'ai jamais vu aujourd'hui, franchement, un vétérinaire au Sénégal. Exactement, donc c'est une question de culture. En Europe, les gens ont cette culture d'avoir dans la famille donc des chiens, des chats, voilà, qu'on considère comme des membres de la famille. Une famille sur deux. Hein, exactement. Bon, ici, le plus souvent, ce n'était pas à la mode, mais ces derniers temps, ça commence à se développer de façon comparative, je veux dire, comparé aux Européens. Par contre, nous avons donc du bétail, nous avons des moutons, des chèvres, des bœufs, etc., donc des cheptels qu'il faut qu'on entretienne. Et quand on va dans certains milieux, donc, au niveau rural, ou bien même en ville, hein, les éleveurs de ville, les gens qui élèvent des ladoum, etc., les gens sont conscientisés que c'est des animaux dont il faut s'occuper et qu'ils ont besoin donc d'être traités, d'être soignés, ou bien d'être vaccinés par rapport à certaines pathologies, et que petit à petit les gens se comprennent. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas très nombreux, même si on fait plus ou moins 500, nous ne sommes pas très nombreux, mais je vais emboîter le pas dans ce cadre-là à un de nos professeurs qui disait que les vétérinaires sont rares, raison pour laquelle ils sont chers. Parce que tout ce qui est rare est cher. Ah, bien sûr. Vous voyez. Donc pour dire que... Pourquoi? Une consultation chez vous, c'est combien? Non. J'ai mon petit chien, il se sent mal, je pars chez le docteur. Bon, vous savez, je ne vais pas m'aventurer sur des tarifs de consultation. Vous savez pourquoi? Parce que les tarifs de consultation au Sénégal par rapport au domaine vétérinaire ne sont pas encore homologués. Contrairement à la consultation chez un dentiste, chez un généraliste, ou bien chez un pneumologue, un spécialiste, etc. Il y a des barèmes qui sont établis et qu'on ne doit pas sortir de ces barèmes. Malheureusement, pour le domaine vétérinaire, on n'a pas encore cette homologation. Ben, ça veut dire, si vous voulez, vous facturez la consultation à 200 000, 150 000, si vous le voulez. Parce que il n'y a pas encore... Ah oui, mais comme il y a une question de moralité, il y a quand même des limites. Mais on ne le fait pas ici au Sénégal? Voilà, on ne le fait pas, il y a des limites. Bon, en Europe, ils ont homologué. Mais au Sénégal, ce n'est pas encore le cas, bon, je dirais même en Afrique subsaharienne. Parce que tout simplement, cette médecine, elle est relativement jeune, comparée, même si elle a 111 ans, plus de 111 ans, hein, parce que tout simplement, en Europe, ils ont démarré avant nous. Mais le fait que ça soit relativement jeune dans nos pays fait qu'il y a certaines mesures qui ne sont pas encore mises en place. C'est juste ce qui explique que il n'y a pas encore cette homologation sur la consultation. Mais parfois même, il y a des vétérinaires, souvent, qui ne demandent rien même pour la consultation. Parce que l'important, c'est de prendre d'abord en charge. Oui. Hein, voilà, exactement. Donc, il y en a qui ne facturent pas la consultation parfois. Hein. Mais, étant donné qu'ils utilisent des médicaments, etc., forcément, à la fin, il y aura toujours une facture, une facture à honorer. D'accord. Hein, voilà. Vous allez peut-être nous sauver. J'ai une petite question. C'était la question de tout à l'heure des internautes. Oui. Peut-être que vous allez pouvoir nous aider. Hein. Oui. Et étant donné, là, je vois quand même, vous êtes très calé quand même sur le Covid. Hein. Donc, c'était une femme qui écrivait, qui disait qu'elle est enceinte de 5 mois et elle veut savoir s'il y a des risques d'allaitement pour son bébé. Voilà, donc vous dites qu'on est calé sur la Covid. Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez que, je ne vais pas citer le nom du laboratoire. Il y a un laboratoire qui a mis en place un vaccin. Et d'après les informations qu'on a eues, parce que je n'ai pas encore vérifié le fond de ces informations, mais c'est des informations qu'on est en train de partager entre vétérinaires. Il semble que l'équipe de ce laboratoire qui a fait ce vaccin est dirigée par un vétérinaire. Vous voyez? Vous voyez, donc pour dire que le vétérinaire, en termes de virus, même le coronavirus, dans le domaine... Parce que souvent les gens disent que le coronavirus comme si c'était un seul. Ce n'est pas un seul, hein, il y a plusieurs types de coronavirus. Il y en a plusieurs types. Et je vous dis que chez les animaux, particulièrement au niveau de la volaille, hein, on a eu donc des coronavirus
qui se manifestent donc sous forme donc, de syndrome respiratoire, bronchite infectieuse, etc. Et qu'on a eu des vaccins depuis longtemps. Donc le vétérinaire s'y connaît en termes donc, de coronavirus. Et on peut être biologiste comme le pharmacien peut être biologiste ou bien comme le médecin peut être biologiste. C'est nous dans nous, donc c'est la même chose. Hein, donc raison pour laquelle on est tenu d'avoir ces informations, d'autant plus qu'on parle donc d'une seule santé. Maintenant, pour revenir à l'allaitement, actuellement il y a des études qui se passent. Et contrairement à ce que les gens pensent est-ce que le virus peut être transmis via le lait, d'abord, vous avez dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure avec votre premier invité, quand vous disiez que si la femme est infectée, ce qui est sûr, même sans le lait, elle peut directement infecter son bébé. C'est vrai. Mais par rapport au lait lui-même, des études, et surtout en Chine, les Chinois sont très forts en Covid, vous savez pourquoi? Et il y a des études qui sont en train d'être menées. Et il semblerait que ce lait peut être protecteur au contraire. Parce que, parce que le lait, il peut contenir des anticorps d'origine maternelle. Parce que la mère a eu un contact avec le virus et puis a développé des anticorps. Et ces anticorps se retrouvent dans le lait. Et que la maman peut allaiter son bébé avec ce lait. C'est la raison pour laquelle le premier lait qu'on donne aux enfants, qu'on appelle le colostrum, on dit que c'est généralement un concentré d'anticorps, etc. Donc ça peut donner un rôle protecteur. Raison pour laquelle les Chinois sont en train d'y travailler pour confirmer ces aspects-là. Mais je mets en garde, il ne faut pas aussi qu'on dise que le Dr Ndiaye a dit que le lait protège, et qu'on commence à passer dans les réseaux sociaux, et tout le monde va se permettre de kidnapper une dame allaitante, histoire de lui tirer le lait. Voilà, donc il faut faire très attention par rapport à ça, parce qu'on a vu du tout. Mais c'est cette information qu'on a par rapport au lait, contrairement à ce qu'on pense, plutôt on tend vers l'aspect protecteur. Bon, je pense aussi qu'avec tout ce que vous venez d'aussi expliquer, comment se porte actuellement votre secteur, M. Ndiaye? Êtes-vous soutenu, êtes-vous accompagné, et votre ministre tutelle, normalement c'est le ministre de la Santé? C'est l'erreur aussi que beaucoup font. Bien que nous soyons dans le domaine de la... En fait, nous évoluons, une partie de nos activités concerne la santé, nous ne sommes pas dépendants du ministère de la Santé. Par contre, on dépend du ministère de l'élevage et des productions animales. Voilà, et des productions animales. À cause de l'aspect aussi, développement donc, du cheptel, autosuffisance alimentaire, c'est l'autre rôle du vétérinaire. Jouer en faveur donc, de l'autosuffisance alimentaire. Et ça même, ça va aussi par rapport à la résistance de l'être humain aux infections. Un organisme mal nourri, mais difficilement il fait bloc aux infections. Donc le rôle aussi que nous jouons dans les denrées alimentaires, donc dans l'autosuffisance alimentaire, fait que nous dépendons du ministère. Vos relations avec les propriétaires d'animaux, comment ça se passe? Dites à Moussa d'arrêter de parler là. On va écourter, ça y est. Non. Monsieur Ndiaye, on va vous inviter une prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si je continue, si on continue, Moussa là va dépasser. Une petite dernière. Les propriétaires d'animaux, vous savez, souvent, vous pouvez soigner un animal, il meurt, on peut accuser le vétérinaire. Exactement. Vous avez parfaitement raison. Mais vous aurez fait erreur en laissant passer cette question. Mais il a parfaitement raison. Quand un vétérinaire soigne un animal, dans la tête donc, du propriétaire, il doit forcément guérir. Et quand il ne guérit pas, et encore pire quand il meurt, le gars là, il ne connaît rien là. C'est pareil aussi chez les médecins. C'est ça, c'est pareil. Chez tous les médecins. C'est pareil. Donc, mais on le vit plus avec voilà, dans le domaine vétérinaire. Vous accusez donc finalement de meurtre, d'avoir tué l'animal. Oui, exactement. Alors que, bon, ce qu'on a, c'est obligation que ce soit le vétérinaire, le médecin, le dentiste, c'est obligation de moyens. C'est ça qu'on nous dit dans la législation. Obligation de moyens, ça veut dire que je dois mettre à disposition tous les moyens pour pouvoir prendre en charge convenablement les animaux malades qui me sont présentés. Mais je n'ai pas obligation de résultat. Je n'ai pas obligation de résultat. Mais si on vous attaque en justice, comment vous faites? Non, on ne peut pas m'attaquer si on m'attaque aussi, ça. Non, ça ne va pas aboutir parce que moi, je ne suis pas Dieu. Je ne veux pas dire que forcément. Bravo, oui, c'est vrai. Voilà, je ne veux pas dire que forcément l'animal pour les médecins qui n'ont pas pu guérir. Mais on a du mal. Maintenant, si je fais des erreurs dans ma prise en charge, là, c'est autre chose. Si la mort de l'animal. C'est dû à un médicament que vous avez prescrit. Voilà, c'est dû à une erreur qui vient de moi. Là, c'est autre chose. Mais si je respecte toutes les procédures, en utilisant tous les moyens qu'il faut,
et que je traite et que l'animal ne guérisse pas ou bien qu'il meurt après. Mais c'est comme ça, c'est valable aussi pour l'être humain. C'est vrai. Mais c'est dur quand même à encaisser quand même. Voilà. Mais généralement chez le vétérinaire, on ne l'accepte pas, malheureusement. Merci beaucoup, Dr Ndiaye. Merci à vous. Franchement, je suis très contente. Vous allez être le meilleur ami, le nouvel ami de ma mère. Elle qui a beaucoup de questions sur le Covid. C'est vraiment intéressant et on a appris pas mal. Oui, merci. On va vous réinviter. On va vous inviter de nouveau. Aucun problème.